qui se passe au niveau de l'entérocyte, au niveau de l'intestin, et avec l'implication de différents systèmes qui permettent de bloquer ou de faciliter l'absorption du fer en fonction des besoins. Donc, vous avez la ferroportine. Et quand vous diminuez la ferroportine, lorsque vous lisez la ferroportine, vous avez une diminution de l'absorption du fer. Vous avez l'hepsidine qui permet l'absorption du fer de façon plus facile. Et c'est non seulement vrai au niveau de la barrière intestinale, des cellules intestinales, mais c'est vrai également au niveau des macrophages, notamment au niveau du foie, qui permettent de créer un stock en fer et qui sont régulés exactement de la même manière par l'hepsidine, par la ferroportine, oui. Et pour les formes du fer, comme le lipofer, le fer élément, qu'est-ce qui fait la différence? Pour les différentes formes de fer? Oui. Oui, je crois que j'ai une plaque là. Donc, par exemple, l'anémie par carence partiale, que vous connaissez bien, est caractérisée, donc il n'y a pas de fer, donc les réserves en fer sont diminuées, c'est la ferritine. Le transport en fer est augmenté, c'est la transférine. Le fer sérique est forcément diminué, et le coefficient de saturation de la transférine est diminué, et l'hémoglobine est diminuée. Et ça me permet juste de rappeler que on peut avoir deux systèmes d'altération du transport du fer. C'est d'une part la carence, ce qu'on vient de voir, mais d'autre part, vous avez aussi l'inflammation. Et dans l'inflammation, vous voyez, vous avez une ferritine. Alors, c'est marrant quand même que ça marche jamais quand je veux, mais quand je veux pas, ça marche. Vous avez une altération de la ferritine qui est augmentée et de la transférine qui est diminuée. Et vous savez que la ferritine est une protéine de l'inflammation. C'est une manière de visualiser une inflammation. Les gens qui ont une ferritine élevée, ça peut être pour différentes raisons, mais c'est aussi parce qu'ils ont un état inflammatoire. Et souvent dans les inflammations de bas grade, c'est-à-dire sans qu'il y ait une inflammation infectieuse, par exemple, un état inflammatoire chronique, eh bien c'est marqué par une hyperferritinémie. Alors, je crois que c'est... Oui, c'est là, donc l'histoire du fer. Donc il faut savoir que le fer est apporté sous deux façons. D'une part, du fer inorganique, et d'autre part, le fer de l'hémoglobine. Donc vous avez le fer minéral, si vous voulez, et vous avez le fer héminique. Et donc le fer héminique, c'est celui qui est apporté par l'hème, l'hémoglobine M. Et cette liaison avec cette protéine fait que sa disponibilité est meilleure. Parce que les gens vous disent toujours, oui d'accord, le fer héminique, c'est quoi ça, le fer? Le fer héminique, c'est le fer des animaux. Quand vous mangez de la viande, quand vous... Alors le poisson, c'est un peu, la viande, c'est beaucoup. Et donc c'est du fer qui est immédiatement disponible, fortement disponible, parce qu'il est associé à cette protéine qui est l'hème. Et donc cette hémoglobine apporte du fer facilement disponible. Ce qui ne veut pas dire qu'ailleurs il n'y a pas de fer. Dans les végétaux, il y a du fer, mais il n'est pas héminique. Et donc ça, le coefficient d'absorption du fer non héminique, du fer végétal, est à peu près 2,5 fois à 3 fois moindre que celui du fer héminique. Et donc les gens qui vous vendent de la viande vous disent mais il faut manger de la viande à cause du fer. Non, mais c'est vrai que c'est dommage de se priver de la viande parce que justement en termes de fer c'est une excellente manière d'apporter ce fer de façon immédiatement absorbable. C'est ça la différence. Donc le fer héminique c'est le fer des animaux et le fer non héminique c'est le fer des végétaux. Alors, à propos de végétaux, quand on vous dit que les épinards sont riches en fer, vous avez déjà entendu parler de ça? Non? Alors, c'est totalement faux. Parce que ça... Il y a du fer dans les épinards, mais il n'y en a pas plus que dans les autres végétaux. C'est tout simplement faux, parce qu'il y a eu une erreur de virgule dans la table des aliments qui a été créée en 1948 par une dame qui s'appelle Randouin. Elle a fait une table alimentaire, et donc, elle s'est trompée dans la virgule.
Ce qui fait que dans les épinards, il y a 10 fois plus de fer que dans les autres végétaux. Parce qu'ils se sont trompés dans la virgule, mais ils n'ont jamais corrigé. Enfin, ils ont corrigé beaucoup plus tard. Et donc maintenant, tout le monde sait qu'il y a du fer dans les épinards. Alors il y a du fer dans la boîte de conserve peut-être, mais il n'y en a pas plus que dans... Vous connaissez Popeye? Qui mange les épinards là pour... Donc on a associé Popeye, les épinards et le fer, et la force. C'est une belle image, mais elle est fausse. Il y en a comme ça. Hein. Alors, il faut savoir que... Je m'en sers pour le faire, mais c'est vrai pour d'autres nutriments. Il y a souvent des systèmes contraires à l'absorption, c'est-à-dire qui vont s'opposer à l'absorption des nutriments. Alors c'est des anti-enzymes, c'est différentes substances, c'est des précipitations. Par exemple, le calcium, quand vous mangez du calcium, il peut très bien précipiter avec certains lipides pour former des savons qui ne vont pas être absorbés. Donc il faut manger du calcium, mais il n'est pas absorbé parce qu'il a précipité avec certains lipides. Il y a des anti-enzymes pour l'absorption de certains glucides, par exemple. Donc il y a des choses comme ça qui sont assez savantes, qui sont partiellement exagérées, je dirais, mais qui existent. Eh bien, ça existe également pour le fer. Alors, il faut savoir que vous, qui êtes des grands consommateurs de thé, vous prenez du thé, vous, du vrai thé. Eh bien, le thé est quelque chose qui s'oppose partiellement à l'absorption du fer, parce qu'il chélate le fer. Hein. Et moi, j'ai vu, une fois dans ma vie, une dame qui avait une anémie chronique, ferriprive, qui était potomane, qui était professeure de français, mais malgré tout, elle était potomane. Elle avait fait 6 enfants, et on lui a dit, mais forcément, vous êtes anémique parce que vous avez fait trop d'enfants. C'était une famille un peu, une femme de militaire, vous savez, un peu rigide, là. Et moi, je l'ai vue en consultation, après beaucoup d'autres. Je lui ai demandé ce qu'elle mangeait, comme tout le monde. Apparemment, elle mangeait à peu près de tout. Et je lui ai demandé ce qu'elle buvait, ce que personne ne lui avait demandé. Et elle m'a dit qu'elle buvait jusqu'à 8 à 10 litres de thé par jour. Je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Anémique. Elle était anémie, ferriprive, sévère. Et alors c'était marrant parce que tous les gynécos qui l'ont vu, les obstétriciens qui l'ont vu, c'est normal, c'est vos grossesses, madame, c'est vos grossesses. Et alors elle m'a dit quand même quelque chose, mais vous savez, on me l'a dit dès la première grossesse. J'ai dit, écoutez, il y a un truc là, c'est pas possible, on va trouver. Donc j'ai fait un bilan assez complet, et la seule chose qui soit restée, c'était la consommation totalement excessive de thé, parce qu'elle était potomane, c'est-à-dire qu'elle était complètement névrosée et accro au thé. Hein. Elle en buvait, mais alors tout le temps, elle ne se déplaçait jamais sans sa thermos de thé sur elle. Hein. Et donc j'ai réussi à la convaincre qu'il fallait peut-être s'arrêter de boire du thé ou de peut-être diversifier, si déjà... Parce que de toute façon, on n'arrivait pas à lui faire arrêter de boire. Hein. Elle avait un besoin irrépressible de boire. Et donc cette potomanie, on n'a pas réussi à la traiter, mais par contre, elle a bien voulu changer de breuvage, elle s'est mise à l'eau, tout simplement, et elle n'était plus anémique. C'est ma seule observation, mais ça traîne dans la littérature, ce genre de choses. Et le calcium, il entre en compétition avec le fer aussi? Le calcium entre peu en compétition avec le fer, non. Par contre, l'absorption du fer est facilitée par la vitamine C. Donc là, il y a une coopération. Elle est facilitée en milieu acide aussi, c'est-à-dire que quand vous avez par exemple une achlorhydrie, l'absorption du fer est médiocre. Il y a des facilitateurs et il y a des inhibiteurs. Donc le thé et le café, partiellement, sont des aliments donc, qui s'opposent à l'absorption du fer. Il y a une matière aussi dans le jaune d'œuf qui s'oppose. Pardon? Une matière qui se trouve dans le jaune d'œuf qui s'oppose à l'absorption du fer. Ça, je ne la connais pas. C'est possible, hein, mais je ne la connais pas. Le thé est pris loin des repas? N'est pas chélateur de fer. Écoutez, alors là, vous me posez une colle, hein, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. Mais de toute façon, la manière dont vous buvez le thé, a priori, il n'y a pas de problème. Vous en buvez souvent, mais vous n'en buvez pas des quantités extraordinaires. Hein, c'est aussi une question de quantité. Monsieur, j'ai vu dernièrement que le thé limite pas l'absorption du fer d'origine animale. Écoutez, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. C'est quoi le mécanisme de chélation du fer?
Écoutez, je crois que c'est même pas un vrai mécanisme de chélation, je crois que c'est un mécanisme d'inhibition au niveau de la ferroportine. Je ne crois pas que ce soit vraiment une chélation. Comment? Je ne peux pas vous dire si c'est animal ou pas animal. Là, vraiment, d'une façon générale, le fer héminique est mieux absorbé. Ça, c'est documenté, c'est prouvé. Maintenant, je ne sais pas si le thé va agir spécifiquement sur l'un ou sur l'autre. Ça, je ne peux pas vous dire. Le café aussi est un chélateur? Le café aussi. Enfin, on dit chélateur, c'est peut-être vrai ou faux. Hein. Ça, c'est une... Vous savez, dans la nutrition, il y a beaucoup de mécanismes qui ont été mis en place de façon logique. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont logiques qu'ils sont faux, qu'ils sont vrais. La notion de chélation, par exemple, du thé ou du fer ou du café, c'est une notion qui est admise par tous. Mais moi, j'ai lu aussi que le thé, notamment, le café, je ne sais pas, mais le thé agit notamment au niveau de la ferroportine. Donc, vous voyez que c'est plus de la chélation. On dit aussi, comme vous l'avez d'ailleurs dit, que quand on boit le thé à distance des repas, c'est pas comme juste après le repas. Là, je ne peux pas vous répondre. De toute façon, la consommation d'usage d'un aliment est rarement responsable de maladie, ou rarement responsable de carence. Ceci dit, il y a des usages quand même qui posent problème. Il y a un exemple, par exemple, c'est la pica. Vous connaissez la pica? C'est la consommation d'argile. Alors ça se fait dans le Grand Sud, marocain probablement aussi, ça se fait surtout en Iran. Hein. Les enfants mangent beaucoup d'argile. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est coutumier. Et là, on a une véritable chélation, et là, on a de véritables carences, notamment en fer. C'est comme, oui, c'est la géophagie, ça, oui, oui. Oui, on appelle ça pica, on a donné un nom, parce que c'est un nom, alors je ne sais pas si c'est un nom africain ou un nom iranien, mais c'est le nom local, hein, mais c'est la géophagie, voilà. Et donc ce sont des enfants, notamment des enfants, qui mangent ça, alors je ne sais pas, c'est pour tromper la faim, c'est coutumier. Je crois qu'on leur donnait, mais quand ils sont petits, je crois qu'on leur donne des petites boulettes d'argile. Ah, côté le charbon, je ne crois pas que ce soit un chélateur. Donc la géophagie, c'est... La géophagie, c'est de la terre, hein, c'est de l'argile, on appelle ça de l'argile. C'est des petites boulettes d'argile hein, que les mères façonnent souvent pour leurs enfants. C'est traditionnel, c'est rituel. Je sais que ça se fait dans le Grand Sud, alors, marocain, je n'ose pas dire, mais quand je parle du Sahara, je suis toujours un petit peu sur des charbons ardents chez vous, parce que le Sahara et les frontières, on ne sait jamais très bien où ça commence, où ça s'arrête. Mais en tout cas, dans les régions du Grand Sud, du désert du Sahara, je crois que c'est une pratique, et surtout en Iran. Alors là, en Iran, ça a été étudié scientifiquement. Et donc, c'est à l'origine d'un certain nombre de carences. Est-ce que l'effet de cette géophagie dure sur une longue durée ou Non, non, c'est contemporain de la prise. Hein. Parce qu'il y a des femmes... Mais comme c'est une prise coutumière au fil de l'eau, ça entraîne des carences. Mais quand on arrête la géophagie, ben, on arrête la carence. Ah, voilà. Donc le sélénium, on en a parlé. Hein. Quand il y a une carence totale au sélénium, eh bien, ça entraîne en particulier chez les enfants des cardiomyopathies. Et puis, comme j'ai dit, en Europe, on a une carence modérée, notamment en Scandinavie. Alors, faut-il, si je l'ai mis ici, faut-il ou non supplémenter? C'est parce que pendant longtemps, on nous a dit qu'il faut prendre des compléments alimentaires. Voilà un exemple de complément alimentaire. Il faut prendre des compléments alimentaires pour compenser ce qui manque. Alors, ça manque, peut-être, surtout en fonction du curseur que l'on décide. On dit, voilà, il faut tant par jour, et on n'atteint pas. Un autre va vous dire, il en faut beaucoup moins, et on atteint. Ce sera le problème également, vous verrez, de la vitamine D. Donc ça, on en a parlé. Alors, on va parler des vitamines. Donc les vitamines sont aussi les oligo-éléments. Mais on les a regroupés, on les a isolés sous le terme de vitamines. En sachant que là encore une fois, c'est sur le plan biochimique extrêmement hétérogène, et que notamment on a mis dans les vitamines une substance qui n'est pas une vitamine mais qui est une hormone, en l'occurrence la vitamine D.
le dihydrocholécalciférol, c'est comme ça qu'on devrait l'appeler. Donc ces vitamines sont des substances qui ont en commun d'être nécessaires à la vie, dont la carence crée des maladies, encore que certaines vitamines, on ne sait pas très bien ce qu'elles entraînent comme maladie. Hein. La vitamine B7 ou la vitamine B8, on ne sait pas très bien, mais quand elle manque chez la souris et chez le rat, elle pousse moins bien. Oui, c'est vicieux comme définition. Hein. Chez l'homme, on ne sait pas. Comme c'est très hétérogène, on a, là encore une fois, fait des classifications, puisqu'on aime bien en médecine, en biochimie, faire des classifications. On a mis d'un côté les vitamines qu'on appelle liposolubles, hein, solubles dans la graisse, et de l'autre côté, les vitamines hydrosolubles. Alors cette distinction est importante parce que même si vous n'avez pas une carence énergétique, si vous ne mangez pas de graisse du tout, ou si vous n'absorbez pas les graisses, parce que souvent on en mange, mais qu'on a des maladies d'insuffisance pancréatique, une atteinte intestinale, un grêle court qui vous empêche d'absorber les graisses, ou encore une cholestase, et bien du coup, vous n'absorbez pas non plus les vitamines. Hein. L'exemple typique, par exemple, c'est la vitamine K. Quand vous avez une obstruction sur le cholédoque, une sténose du cholédoque, hein, quand vous avez une sténose du cholédoque, que vous n'avez plus du tout de bile qui parvient dans l'intestin, eh bien vous n'absorbez plus du tout la vitamine K. Résultat des courses, vous avez un taux de prothrombine qui se casse la figure. Vous redonnez de la vitamine K par voie parentérale, et vous avez le taux de prothrombine qui remonte. Là, c'est l'illustration typique de cette interaction. Ce n'est pas seulement la vitamine elle-même, mais c'est aussi les conditions qui vont permettre ou non son absorption. Donc, ces vitamines ont des quantités d'actions diverses et variées, et on les sépare globalement donc, de cette façon-là, en sachant que ce serait très fastidieux, mais je peux le faire. J'ai un autre panel de diapos pour vous montrer comment ça marche, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Sachez simplement que, par exemple, la vitamine B1, qui est la thiamine, agit sur une centaine d'enzymes impliquées dans les métabolismes, que ce soit des glucides, des protéines ou des lipides. C'est assez invraisemblable. Donc, on ne sait plus très bien ce qui est important, ce qui n'est pas important, puisque c'est une action vraiment extraordinaire. Oui ? C'est stockable dans l'organisme et non stockable. Stockable ou non stockable? Alors écoutez, les vitamines liposolubles sont stockables dans l'organisme. Les vitamines hydrosolubles, en principe, sont non stockables. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Oui, ben oui, c'est ça. Donc, vous pouvez faire des stocks. Par exemple, la vitamine A, vous ne la stockez pas sous forme de caroténoïdes, mais vous la stockez sous forme de rétinol. Parce qu'il y a différentes formes. Il y a des provitamines et des vitamines. On ne va peut-être pas rentrer dans ces détails-là. Mais vous avez les vitamines hydrosolubles sont toutes pissées. C'est-à-dire que vous en prenez beaucoup, vous en prenez peu, elles sont toutes pissées, à l'exception d'une, qui est la vitamine B12. La vitamine B12, on est capable de la stocker dans les macrophages hépatiques. Et donc, par exemple, quand vous avez, on reprend l'exemple des véganes, les problèmes des végétaliens, c'est que quand ils ne mangent que strictement de végétaux, eh bien, ils ne mangent pas assez de vitamine B12, ils n'en mangent pratiquement pas. Et donc, au fil du temps, ils vont être en carence. Mais ils ne vont pas l'être instantanément. Ils vont l'être au bout de 2 ou 3 ans, parce que justement, il y a des stocks suffisants pour que la carence en vitamine B12 ne se démasque de façon très postérieure au début des pratiques végétaliennes. Et c'est pour ça que c'est aussi insidieux, parce qu'au début tout va bien, et puis au bout d'un certain temps, ça peut poser des problèmes. Mais ça, on le sait maintenant, donc on fait attention. Mais c'est pour montrer que les vitamines hydrosolubles, en principe, on les élimine. Vous en prenez, vous devez en prendre beaucoup, on a ce qu'il faut, et le reste, on le vire. Sauf la B12. Alors, ça ne veut pas. Alors, ce monde des vitamines, ce n'est pas la peine de retenir tout cela, vous connaissez les vitamines, non, certainement. Dans les vitamines, il y en a quelques-unes qui sont plus importantes que d'autres. Alors, je vais commencer par la thiamine, qui est la vitamine B1. Cette vitamine essentielle, parce que si vous êtes carencé en B1, vous allez faire des maladies qui sont des maladies de ce temps, des maladies tangibles que l'on peut visualiser. Et le temps des carences en vitamine B1 n'est pas révolu, puisque aujourd'hui, par exemple, quand on fait de la chirurgie bariatrique, quand on fait des bypass gastriques,
eh bien, on crée des conditions expérimentales de carence vitaminique, avec parfois des conséquences dramatiques, notamment sur le plan d'encéphalopathie à type de Gaillet-Wernicke. Alors ça, j'en ai vu, hein, c'est assez dramatique. La riboflavine, la vitamine B2, participe aussi à l'état de métabolisme. La vitamine B3, qui est la niacine. Alors cette vitamine B3, c'est la vitamine anti-pélagre. Alors vous connaissez peut-être de nom la pélagre, vous ne devez plus en voir beaucoup, mais la pélagre était une maladie grave, fréquente, qui se manifestait par une dermatose prurigineuse, exfoliante, par des diarrhées, par une dénutrition, par une démence, hein, c'est progressivement, hein, bien sûr, et cette carence vitaminique spécifique était une carence que l'on voyait dans certaines populations en raison de certaines pratiques alimentaires. Alors, où se trouve la vitamine B3, qu'on appelle la vitamine PP, du terme de pélagre, hein, eh bien, on se trouve principalement dans certaines céréales, à condition de ne pas les démolir. Exemple, au Mexique, par exemple, ou dans certaines régions de l'Italie, en plaine du Pô, on préparait des plats typiques et on ne mangeait que ce type de plat typique qu'on appelait la polenta. Je ne sais pas si vous connaissez la polenta. Et cette polenta consistait à chauffer fortement du maïs dont on avait séparé tous les éléments qui contenaient la vitamine B3, et chauffé fortement, donc ça dénaturait complètement cette vitamine B3, et ces gens faisaient une carence en B3, alors qu'il y a de la B3 dans le maïs. Donc c'est la préparation culinaire traditionnelle au Mexique ou en Italie qui était un foyer de cette maladie. Donc il a suffi aux gens de leur apprendre à modifier le mode de préparation de leur polenta pour éradiquer cette maladie. Mais c'est pas facile à faire, parce que les gens ont des traditions, ils rechignent un petit peu à tout cela. Il est plus facile souvent de supplémenter que de modifier les pratiques alimentaires. Autre vitamine importante, c'est l'acide folique. On en reparlera peut-être un petit peu, mais l'acide folique, la vitamine B9, est une vitamine qui a été longtemps confondue avec la vitamine B12. On pensait que ça faisait à peu près la même chose que la B12, et donc si on donnait de la B12, c'est comme si on donnait de l'acide folique. Et quand il y avait une anémie macrocytaire, par exemple, eh bien on disait c'est soit un déficit en B12, soit un déficit en folate. Et on n'avait que ça dans le collimateur. Et en réalité, vous allez voir, je fais quelques diapos, c'est totalement différent. Hein. Et c'est devenu un véritable enjeu, j'en ai dit un mot ce matin, véritable enjeu là aussi de prévention nutritionnelle à l'échelle des populations. Ensuite, vous avez l'acide ascorbique, la vitamine C. Alors cette vitamine C est une vitamine tout à fait fondamentale, non pas pour lutter contre la grippe, pour lutter contre les infections ou la fièvre ou la fatigue, ça c'est de la légende, hein, mais cette vitamine C est tout à fait fondamentale pour la structure du collagène. Hein. Et d'ailleurs le scorbut, comment ? Le vieillissement. Oh, pensez-vous. C'est tout à fait fondamental pour prévenir les anomalies du collagène, dont l'expression est le scorbut. Hein. Donc le scorbut existe encore. Hein. Il y a des personnes âgées en situation de misère nutritionnelle qui sont carencées, et moi j'ai vu 3 observations de scorbut tout à fait certaines, hein, en Europe, hein, pas dans le fin fond de l'Afrique, hein, ou au fin fond de l'Inde. J'ai vu des situations de scorbut authentique chez des personnes âgées qui étaient en misère physiologique et qui faisaient des hématomes extraordinaires, qui avaient des douleurs osseuses, qui avaient une incapacité motrice. Le premier que j'ai vu, c'était un malade c'était un homme de 82 ans qui avait un syndrome de Diogène, en plus, qui était un peu particulier sur le plan gériatrique, et qui a été hospitalisé en rhumatologie parce qu'il ne pouvait plus marcher, qu'il avait des douleurs osseuses terribles. Des douleurs articulaires même. Et donc on a dit il a certainement un rhumatisme inflammatoire. C'est vrai qu'il avait un petit syndrome inflammatoire en plus. Et puis finalement, de fil en aiguille, un de mes anciens internes qui avait mal tourné puisqu'il était devenu rhumatologue m'a demandé si je ne voulais pas voir ce patient, parce que quand même, il avait plusieurs carences par ailleurs. Alors, le diagnostic de scorbut était évident, il avait une vitamine C qui était pratiquement indosable. On la dose, les vitamines. Oui, pas toutes, la plupart se dosent. Mais ça dépend des labos. Mais la thiamine, la riboflavine, enfin la B1, la B2,
Les folates, ça, c'est facile. La B12, c'est facile. La vitamine C, c'est assez facile. C'est pas facile, mais c'est assez facile. Donc il y a des vitamines qu'on dose assez facilement. Donc la vitamine C, c'est une vitamine nécessaire à la structure de nos tissus mous et durs, du périoste, et d'autre part à l'angiogénèse. Et c'est la raison pour laquelle vous connaissez l'histoire des marins qui partaient faire des grandes tournées là, au XVIIIe siècle, ou même avant, et qui au bout de 3-4 semaines avaient un déchaussement dentaire, avaient des hémorragies, avaient des douleurs osseuses épouvantables, et qui faisaient du scorbut. Et les Anglais avaient trouvé la parade. Les Anglais avaient compris que pour éviter le scorbut, il fallait manger de la choucroute. Comment ? Des aliments fermentés ? Oui, c'est des aliments qui contiennent la vitamine C, tout simplement. Et alors, je ne sais pas comment ils y ont pensé, mais en tout cas, dans l'arsenal de Portsmouth, qui était le grand port de guerre des Anglais, eh bien, il y avait ce qu'on appelait les choucrouteries royales. Ça fait rigoler, parce que moi, je suis strasbourgeois, on mange de la choucroute. C'était pas pour les mêmes raisons. Et donc, ils embarquaient à bord des barils de choucroute. Et la choucroute, c'est tout simplement la conservation d'un légume. Et il se trouve que ce mode de conservation n'altérait pas la teneur en vitamine C, parce qu'il y a encore des vitamines C qui vont être altérées. Si vous chauffez, par exemple la choucroute, si vous la chauffez, vous détruisez une bonne partie de la vitamine C. Donc c'est toujours pareil, c'est comme tout à l'heure pour le déficit en vitamine B3. Le maïs en contient, mais si on lui casse la figure, si on supprime, on a beau manger du maïs, s'il n'y a plus de B3, ça ne marchera plus. Et bien là c'est pareil, il se trouve que les marins anglais embarquaient ça à bord de leur navire et ils pouvaient faire 3-4 mois de navigation sans s'arrêter. Alors que les Français, par exemple, c'est pas possible. Pour les gens qui disent que la vitamine C donne de l'énergie, c'est faux. C'est faux. Alors la vitamine C ne donne pas l'énergie. Alors ça fait partie du mythe des vitamines. Voilà. Ça, d'ailleurs, couramment dans la vie, on dit « Ah tiens, il a pris des vitamines ce matin, il est tonique, il est bien, il est survitaminé. » Non, ça c'est de la mythologie, ça. C'est du marketing, si vous voulez. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est un fake news. La vitamine C ne donne pas d'énergie. Alors, ça a été fait, on a fait des tests. Vous savez, il y a des choses assez marrantes. Il y a un prix Nobel de médecine qui s'appelait Pauling. C'est un biochimiste. Et ce type a fait des choses absolument extraordinaires. Et puis, une fois qu'il a eu son prix Nobel, il a eu un petit problème, là. Il a eu du vent dans les circonvolutions et il est devenu un fanatique de la vitamine C. Et il a proposé de traiter toutes sortes de maladies, ou de prévenir toutes sortes de maladies par des mégadoses de vitamine C. Alors les mégadoses de vitamine C, les besoins en vitamine C, c'est de l'ordre de 100 mg, 150 mg par jour. Il proposait de donner des 2 grammes, 3 grammes, 5 grammes de vitamine C. Même 10. Et même 10. Pour prévenir le cancer ou pour traiter le cancer, pour prévenir les infections, pour stimuler l'immunité. Il a mal fini, Pauling. Il a été enfermé dans un asile psychiatrique. Mais n'empêche que comme c'était Pauling, prix Nobel, qui a écrit des livres là-dessus, la vitamine C est devenue une espèce de monument de prévention, de thérapeutique. Non, il ne faut pas tout croire. Donc la vitamine C, c'est l'exemple type d'une vitamine qui a été habillée, on lui a mis un costume extraordinaire, mais qui a un rôle extrêmement important, mais pas là où on le cherche. Donc, parmi les liposolubles, la vitamine A est tout à fait importante. Quand vous n'avez pas de vitamine A, vous faites des problèmes cutanés, des problèmes bronchiques et surtout des problèmes ophtalmologiques. Alors ça existait, ça au Sahara en particulier, c'était un noyau extraordinaire de carence en vitamine A. Cette vitamine A étant apportée par des lipides ou par des caroténoïdes végétaux. La carotte, par exemple, parce que c'est un pigment qui donne cette couleur rouge, et une conversion entre les caroténoïdes et le rétinol, qui est la vitamine A active. Et quand vous n'avez pas de vitamine A, qui peut être partiellement stockée, eh bien, vous avez des troubles ophtalmologiques. Alors, vous commencez par avoir une nyctalopie, c'est-à-dire que vous avez une baisse de la vision nocturne. Et par exemple, les aviateurs anglais qui venaient bombarder l'Allemagne pendant la guerre de 40, on leur faisait des concentrés de tomates, des concentrés de carottes pour qu'ils voient mieux la nuit les cils. C'était vrai, c'est un peu la légende, parce que je ne sais pas si vous voyez vraiment mieux. En tout cas, il y a un type qui a dit, pour qu'ils voient mieux leurs cils, pour qu'ils voient mieux la nuit,
Eh leur bien, vitamine A. il faut qu'ils mangent des carottes. Et on savait déjà à l'époque que quand on n'avait pas de carottes, quand on n'avait pas de vitamine A plutôt, eh bien on avait ce qu'on appelle une nyctalopie, c'est-à-dire une baisse de la vision nocturne. Et puis ensuite, on a une héméralopie, c'est-à-dire on a une atteinte de la cornée. Et puis finalement, on peut avoir carrément une cécité liée à cette, non pas par rétinienne, mais par délabrement du globe oculaire, liée à cette carence en vitamine A. Donc c'est une maladie extrêmement grave. La vitamine A intervient beaucoup également dans les phénomènes de compétences immunitaires, beaucoup plus que la vitamine C, par exemple. Donc vous voyez que c'est vraiment des vitamines qu'il faut avoir. Le tocopherol, c'est la vitamine E. Alors cette vitamine E, c'est assez marrant parce que c'est l'archétype de l'antioxydant. C'est l'antioxydant le plus puissant, le tocopherol. Parmi les antioxydants, vous avez la vitamine C, vous avez la vitamine A, vous avez la vitamine E et vous avez le sélénium. Ça, c'est les 4 antioxydants éléments forts qui doivent être apportés par l'alimentation, bien sûr. Eh bien, on s'est dit le tocopherol, antioxydant formidable, prévention des maladies cardiovasculaires. Et en France, par exemple, peut-être au Maroc aussi, il y a une trentaine d'années, on a commercialisé du tocopherol pour soigner les hypercholestérolémies, pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Je ne sais pas si les plus anciens se souviennent. En tout cas, en France, ça a été retiré du commerce seulement vers 2005. Et c'était remboursé en plus. En disant, bah ouais, c'est une prévention de l'artériosclérose, c'est quelque chose qui va faire baisser le cholestérol, c'est totalement faux. Hein. C'était du marketing, là encore, et puis quelques professeurs qui roulaient pour leur laboratoire ont réussi à imposer ce truc. Le tocopherol 500, le toco 500, je ne sais pas si donc ça vous dit rien. Donc le toco 500, c'est la poudre de perlimpinpin, c'est peanuts, parce que quand on a fait des essais prospectifs de supplémentation en vitamine E, on s'est rendu compte que ça ne faisait strictement rien sur la prévention du risque cardiovasculaire, que ça ne faisait strictement rien sur les lipoprotéines. Encore faut-il avoir cette démarche de l'essai thérapeutique, prospectif, randomisé, et c'est vrai qu'en nutrition, on n'a pas forcément ce réflexe. Ah, pardon, vous êtes là-bas. Il y a des neurologues qui prescrivent tout ça pour la maladie, pour la démence ou pour l'Alzheimer. Écoutez, alors je peux vous répondre globalement pour le toco 500, mais aussi pour toutes les autres vitamines. Nos gériatres français se sont entichés des carences vitaminiques en oligoéléments pour expliquer les mild cognitive disease, c'est-à-dire le début de l'Alzheimer. Je pense que vous avez la même dénomination. Et ils se sont mis à doser à tout va, plein de vitamines, plein d'oligo-éléments. Ils y ont cru, jusqu'à ce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, les personnes âgées qui se nourrissaient mal, ce qui est souvent le cas des gens qui ont des troubles de la cognitivité, eh bien, avaient tous une carence, plus ou moins, carence souvent minime, hein, tous une carence. Et puis ils se sont rendus compte aussi que quand ils ont fait des supplémentations, parce qu'ils l'ont fait, des supplémentations qui étaient, je dirais, randomisées, prospectives, ça faisait strictement rien sur les tests de cognitivité. Donc ça, c'est une piste qui est globalement abandonnée, à part quelques accros, j'en connais encore 2 ou 3 en France, qui y croient dur comme fer, sans mauvais jeu de mots, hein. Ils sont persuadés qu'en supplémentant, on va retarder les troubles de la cognitivité. C'est totalement faux. Rien ne permet de le dire. Rien. Mais ce ne serait pas étonnant. Ce ne serait pas étonnant que ces vitamines, ces oligo-éléments jouent également au niveau des connexions neuronales. Ce ne serait pas étonnant. Mais enfin, pour le moment, rien ne permet de le dire. Par contre, les carences ou les subcarences sont fréquentes dans cette tranche de population. Donc, vous voyez que là, j'ai fait un panorama très rapide. On va sélectionner quelques vitamines particulières. Ça, on vient d'en parler. Alors là, toujours, qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la norme? Quels sont les besoins référencés pour la population? Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est inutile? Et on ne sait pas très bien. Parce que vous avez des zones comme ça. Alors pour les vitamines, c'est pas sur net. Vous avez une zone évidente qui est la carence. Alors la carence, il n'y a pas photo. Vous n'avez pas, vous faites une maladie.
vous donnez, vous guérissez la maladie. Ensuite, vous avez les insuffisances d'apport. Mais les insuffisances d'apport, on ne sait pas ce que ça fait. On ne sait pas très bien s'il y a des pathologies qui sont liées à des insuffisances d'apport. Ce n'est pas de la carence, pure et dure. Et puis vous avez les apports suboptimaux, c'est-à-dire les apports qui sont au-delà du nécessaire. Est-ce que ça fait quelque chose ou est-ce que ça ne fait rien? Et enfin, vous avez les apports optimaux. Alors là, on est vraiment tout à fait dans la norme. Et vous avez l'apport excessif. Alors on dirait, vitamine C excessive, on s'en fout, on la pisse. Sauf que ça peut favoriser des lithiases, notamment oxaliques. La vitamine B, on en a trop, on la pisse, ça fait rien. Vitamine B12, on en a trop, on la pisse, ça fait rien. B12, elle est stockée. Oui, mais ça fait rien. Ça pose pas de problème, on ne connaît pas de pathologie à l'éther B12. Elle est stockée, vous avez raison, mais au-delà d'un certain seuil, on la pisse. Donc, pour ces vitamines, la seule vitamine B qui pose problème, peut-être, c'est la vitamine B6. Lorsque vous avez trop de vitamine B6, on a décrit des neuropathies à l'excès d'apport en pyridoxine en vitamine B6. Voilà, donc on en est là. Du côté des vitamines liposolubles, il y en a tout autrement. Quand vous avez trop de vitamine D, eh bien, vous faites une maladie qui s'appelle l'hypercalcémie et la néphrocalcinose avec une insuffisance rénale. Quand vous avez trop de vitamine A, vous faites une maladie qui comporte d'une part des céphalées, une hypertension intracrânienne et une hypertension portale, avec à terme une cirrhose. Les gens ne connaissent pas en général, mais c'est l'excès de vitamine K, on ne sait pas ce que ça fait. L'excès de vitamine E, on ne sait pas ce que ça fait. D'accord? Donc vous voyez qu'on est encore dans des zones comme ça de turbulence, on ne sait pas très bien. Alors le mieux, le plus sage, eh bien, c'est de s'arranger pour qu'on soit dans des situations d'apport entre suboptimaux et optimaux. C'est-à-dire suboptimaux, on couvre toute la population sauf une petite frange à 2,5%, et optimaux, ben là, on couvre tout le monde, sans risque de maladie. Mais comment définir les normes? Moi, je ne sais pas, et les gens ne savent pas. Alors, ça, je ne vais pas en parler. Alors, il faut rappeler simplement qu'un déficit en thiamine, en vitamine B1, est responsable du beriberi. C'est même comme ça qu'on a découvert la notion de vitamine, vite-amine, amine nécessaire à la vie. Et chez l'enfant, elle est nécessaire de chauchine. Le chauchine est une insuffisance cardiaque. Et c'est pour ça qu'on parle de la forme sèche et de la forme humide de la carence en vitamine B1. Quand vous avez une carence en vitamine B1, vous avez toutes sortes de perturbations et vous avez en particulier une vasodilatation périphérique, c'est-à-dire qu'on fait un shunt au niveau des sphincters médcapillaires et vous avez une accélération du débit cardiaque. Cette accélération du débit cardiaque peut conduire à une insuffisance cardiaque, alors en principe pas chez l'homme adulte, mais chez le nourrisson. Et dans certaines régions, Shoshin c'est un mot japonais, certaines régions asiatiques, on a décrit justement des insuffisances cardiaques chez l'enfant, chez le petit enfant, qui étaient réversibles à l'administration de vitamine B1. Donc ça c'est démontré. Chez l'adulte, la carence en vitamine B1 entraîne une neuropathie périphérique lentement ascendante qui est réversible par l'administration de vitamine B1. C'est pour ça que les neurologues, moi je suis de cette génération, les neurologues donnaient des quantités de vitamine B1 dès qu'ils étaient en face d'une neuropathie, d'une polynévrite. Je ne sais pas, moi quand j'étais interne, j'étais interne en neuro pendant 6 mois, j'ai vu donner l'argamanu de la vitamine B1 à des types qui avaient des polynévrites alcooliques. Ça ne sert strictement à rien. Et finalement, en France, ça a été déremboursé parce qu'on a démontré que ça ne servait à rien. Les neurologues ont hurlé, on dit « non, mais vous nous privez d'un outil thérapeutique ». Écoutez, ça a été testé, ça ne sert à rien. Donc on continue à donner des polyvitamines. Je ne sais pas comment on fait au Maroc, mais en France, des tas de gens continuent à donner des polyvitamines, comme ça, parce que petite neuropathie. Donc, on ne sait pas très bien ce que ça fait. Par contre, le beriberi, c'est une polyneuropathie progressivement ascendante, extrêmement invalidante,
réversible. Et c'est la petite histoire, parce que la nutrition, c'est aussi des petites histoires, ça a été découvert par, à l'époque colonialiste, ça a été découvert par un médecin hollandais en Indonésie. Il avait constaté que, ça se passe en 1868 je crois, il avait constaté que les prisonniers, parce que les types qui commettaient des larcins, les prisonniers qu'on mettait au régime occidental faisaient une maladie curieuse avec une polynévrite progressive et notamment avec une démarche très particulière qui est ce qu'on appelle la démarche du gallinacé, c'est-à-dire qu'ils marchaient comme les poules, vous savez, les poules marchent comme ça, là, parce que... Et donc, il avait constaté ça. Il avait aussi constaté qu'il y avait une amyotrophie des muscles, notamment des mollets et des cuisses. Et il s'est dit, pourquoi est-ce que ces gens font ça? Alors que les prisonniers hollandais, européens, ils ne faisaient pas. Et donc, il a eu l'intuition que c'était la nourriture. Et c'était quoi la nourriture? C'était simplement le riz. Tout le monde mangeait du riz, sauf que les Indonésiens mangeaient du riz complet, avec la vitamine, dans l'albuginée du grain de riz, et que les Européens, les Hollandais en l'occurrence, mangeaient du riz raffiné, et donc se débarrassaient de la cuticule du riz, et se débarrassaient de la vitamine. Voilà la naissance du concept de vitamine. Mais la description de la thiamine, l'isolement de la thiamine, date de 1912. Donc vous voyez qu'entre 1868, le docteur Eichmann, et 1912, le professeur Funk, qui était un biochimiste, il s'est passé du temps. Aujourd'hui, on a une accélération des choses. Quand on constate un phénomène, on l'explique en général dans l'année qui suit. Là, il a fallu plusieurs dizaines d'années. Donc, c'est juste pour vous dire que la vitamine B1 est une vitamine tout à fait fondamentale. Par contre, la plus extraordinaire des vitamines B, c'est assurément la vitamine B9, l'acide folique, le folate. Et à tel point que je l'ai appelé rôle vedette de l'acide folique. Alors il se trouve que la carence, même la subcarence, vous voyez que j'arrive à une notion déjà un peu particulière, de l'absence de la subcarence de l'acide folique conduit à des maladies assez caractérisées. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'une femme enceinte qui est carencée en folate, donc il y a un apport insuffisant en folate, va avoir des enfants qui risquent, c'est pas à tous les coups, qui risquent d'avoir une spina bifida. En tout cas, le risque relatif de spina bifida chez quelqu'un qui est carencé en folate est multiplié par 10. Et quelqu'un, une femme qui a déjà eu un enfant qui a eu une spina bifida et qui n'est pas supplémenté en acide folique, a un risque de spina bifida qui est multiplié par 100. Donc c'est quand même assez important. Ensuite, on a appliqué cette hormone, cette vitamine dans les anémies. Alors c'est vrai que quand vous avez une carence sévère en acide folique, vous faites une anémie mégaloblastique, macrocytaire, comme l'anémie liée à la vitamine B12, la carence en vitamine B12. Et puis ensuite, on a dit, mais je vais voir pourquoi, finalement, comme l'acide folique est impliqué dans le métabolisme de l'homocystéine, quand il n'y a pas de vitamine B9, quand il n'y a pas d'acide folique, on a une hyperhomocystéinémie. Et comme on avait montré par des relations d'association qu'il y avait une augmentation du risque cardiovasculaire important chez les gens qui avaient une hyperhomocystéinémie, on dit, ben voilà, il suffit de leur donner des folates pour qu'on normalise l'homocystéine et donc qu'on diminue le risque cardiovasculaire. Alors malheureusement, ça n'a pas marché comme ça, mais toujours est-il que c'est impliqué dans ces trois pathologies. On va les voir. Et alors vous voyez qu'à côté, on a élaboré des hypothèses pour la dépression, les fonctions cognitives, la fatigue, la faiblesse musculaire et même le cancer. Tout ça, ça a été bricolé autour de cette vitamine vedette. Le rapport avec une thalassémie, Pardon? les folates diminuent avec une thalassémie, une anémie thalassémique. Les folates sont diminuées, je ne sais pas. Je ne crois pas. Parce qu'on donne une supplémentation d'acide folique chez les gens qui sont Ah, mais ça, c'est thalassémiques. pour les problèmes d'hématopoïèse. Oui. Oui, d'accord, non, mais c'est pas diminué à cause de la thalassémie. Non. D'accord, non, mais ça fait partie des compléments, si vous voulez. Ce serait plutôt un complément, alors, thérapeutique. Donc,
le grand problème actuel de la vitamine B9, c'est sa participation, et là vous voyez un peu le rôle des vitamines, c'est sa participation dans le métabolisme de la méthionine. Vous avez ici l'homocystéine qui doit être transformée en méthionine. Il se trouve que cette homocystéine peut également être transformée en cystathionine. Et les coenzymes qui permettent ces mécanismes, c'est d'une part la vitamine B12, d'autre part la vitamine B6. Et donc vous voyez que l'homocystéine est transformée en cystathionine et en cystéine avec la présence de la vitamine B6, et d'autre part que l'homocystéine est transformée en méthionine avec l'assistance de la vitamine B12. Mais que pour faciliter le mécanisme, eh bien, il faut du tétrahydrofolate qui va booster l'ensemble du système et que la vitamine mère, la vitamine clé de ce métabolisme de l'homocystéine et de la méthionine, eh bien, c'est finalement ce qu'on appelle le tétrahydrofolate. Vous voyez qu'il y a une collaboration entre ce que j'ai appelé la vitamine B9, qui est à la base du système, la vitamine B6 et la vitamine B12. Et que la tentation de faire des supplémentations polyvitaminiques est forte. Et comme on a créé une théorie, j'ai bien créé une théorie de l'hyperhomocystéinémie comme facteur de risque cardiovasculaire, sur pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Eh bien c'est parce qu'il existe une maladie congénitale qui est liée à une hyperhomocystéinémie, alors extraordinairement importante, et qui entraîne des accidents vasculaires cérébraux notamment, des thromboses diverses et variées, artérielles et veineuses. Et donc on a dit, ben voilà, l'hyperhomocysténémie est un facteur de risque cardiovasculaire, et quand on diagnostique une hyperhomocysténémie modérée, eh bien il faut la traiter. Alors il faut savoir que quand vous vieillissez, quand vous fumez, quand vous avez une petite insuffisance rénale, votre homocystéine est très, très élevée, indépendamment de le déficit génétique. Et donc on a élaboré toute une hypothèse là-dessus. Il y a eu des quantités de papiers qui ont paru dans les années 1995-2005 à peu près, les uns pour, les autres contre. Alors on a décrit également des mutations génétiques à minima. Certains allèles étaient perturbés, alors ce n'étaient pas des gens qui avaient un vrai déficit, mais qui avaient une hyperhomocysténémie modérée, etc. Toujours est-il que on a là aussi fait des études de supplémentation en acide folique avec vitamine B12, sans vitamine B12, avec vitamine B6, sans vitamine B6, et on a fait des études randomisées, et résultat, peanuts. Donc, la piste de l'hyperhomocysténémie, pas génétique, pas homozygote, mais la piste de l'hyperhomocysténémie sur le plan cardiovasculaire est en train de s'effriter. Mais vous avez encore des cardiologues qui y croient. Et notamment, moi je connais une étude où on donnait systématiquement de l'acide folique à la suite d'un infarctus de myocarde, par exemple. Pourquoi pas? En tout cas, donc la théorie de l'hyperhomocysténémie, là je vous le montre, toutes les études qui ont été faites, pour montrer qu'en nutrition aussi on fait des études, Chaos, Visp, Norvis, Host, Varfax et Weinbit sont négatives. Il y a une seule étude qui montre un frémissement pour les accidents vasculaires cérébraux, à moins 25%, mais c'est la seule étude qui le montre. Quand on fait une méta-analyse, aucun effet sur la mortalité, diminution non significative des maladies cardiovasculaires en général, diminution à la limite de la signification pour les AVC. Alors, facteur causal ou épiphénomène, on ne sait pas. On va peut-être passer là-dessus. Mais toujours est-il que cette notion de spina bifida dont je vous parlerai et cette notion de peut-être implication dans les cardiovasculaires a incité, je l'ai dit ce matin, les États-Unis à supplémenter systématiquement le pain, enfin les farines, en acide folique. Alors ça se fait aux États-Unis, ça se fait au Canada et ça se fait en Hongrie. Ailleurs, ça ne se fait pas. Alors, la vraie indication de la supplémentation en folate, celle qui ne prête pas à discussion, c'est la prévention des anomalies de la fermeture du tube neural. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est démontré.
Ce sont des études d'abord épidémiologiques, de population. Ensuite, ce sont des études de supplémentation, des études de fortification qui ont été faites sur une longue durée et qui montrent qu'il y a effectivement une réduction significative, je dis de l'ordre de 50%, des anomalies de fermeture du tube neural chez des gens qui n'ont aucun facteur de risque. D'où l'idée de supplémenter systématiquement des femmes en âge de procréer, comme on dit, je trouve que le terme n'est pas joli, des femmes qui risquent d'être enceintes ou qui programment une grossesse, de les supplémenter systématiquement en folate, 2 à 3 mois avant la grossesse, parce qu'on ne sait jamais quand, et en tout cas au premier trimestre de la grossesse. Les supplémenter après, parce que très souvent les gynécologues les voient plus tard, ne sert à rien. La morphogénèse est faite. Donc aujourd'hui, en tout cas en France et en Europe, on considère qu'il est souhaitable de supplémenter systématiquement toute femme susceptible de devenir enceinte avec la contraception, c'est un peu plus facile puisqu'on programme de plus en plus les grossesses. Mais enfin, autrement, ça voudrait dire qu'il faut supplémenter systématiquement toute femme à partir de l'âge de, je sais pas, de 16 ans, jusqu'à la ménopause. D'où l'idée de cette fortification alimentaire, cette supplémentation indirecte. Chez les gens qui ont déjà eu, donc là on propose une supplémentation de 0,4 mg par jour. Chez les gens qui ont déjà eu un enfant, enfin chez les femmes qui ont déjà eu un enfant qui a une spina bifida, on propose de supplémenter à hauteur de 1 à 2 grammes par jour. Et alors là, le résultat est encore plus extraordinaire, puisque j'ai dit que le risque est pratiquement diminué de moitié, enfin plus que de moitié par rapport à ce qui était attendu. Autrement dit, ça, c'est l'indication démontrée, ferme, et qui a des répercussions de santé publique, puisqu'on propose de le donner en prévention. La vitamine C, on en a parlé. Vous lirez juste l'avant-dernière ligne. Mythe de la lutte antifatigue et antivirale. Mais le scorbut existe toujours. Oui ? Par quel mécanisme ? Écoutez, alors là, vous me posez une colle, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est impliqué, alors, je peux vous répondre de façon indirecte. L'acide folique intervient au niveau de l'ADN. Donc, on peut imaginer que c'est un protecteur de l'ADN. Mais je ne peux pas vous dire. Vous connaissez le mécanisme ? L'embryogenèse. Oui, oui, bien sûr. Ah, ça, c'est sûr. Non, mais ça, c'est sûr. Hein, c'est au niveau de l'organogénèse. C'est très tôt. Hein. Mais le mécanisme exact, je sais que ça passe par l'ADN, mais je ne peux pas vous dire comment ça marche. On dit souvent que l'acide folique est un protecteur de l'ADN. On sait qu'il y a des systèmes de réparation de l'ADN. On est tout le temps en train de faire des bêtises avec notre ADN, hein, et tout le temps des mutations qui déconnent, etc. Et il y a tout un système de protecteurs, et on dit que l'acide folique fait partie des outils de réparation de l'ADN. Et on parle aussi de la prévention aussi des maladies, des cardiopathies congénitales. L'acide folique ? Oui. Alors, écoutez, ça frémit, mais alors ça, c'est tardivement. Alors là, vous avez raison. Moi, je vous ai présenté l'acide folique au niveau du premier trimestre. Et depuis une dizaine d'années, à peu près une quinzaine d'années, on suspecte l'acide folique d'être un protecteur de certaines cardiopathies congénitales, mais alors qui sont non pas au stade initial de l'organogénèse, mais qui sont plutôt au cours du troisième trimestre. Et certains proposent de donner l'acide folique, peut-être que vous l'avez vu, c'est déjà tout le temps, toute la grossesse. Parce que là, enfin, en ce qui nous concerne, parce que moi je viens d'Algérie, l'acide folique est associé au fer, donc vraiment toute la durée de la grossesse. Ah oui. Du premier au... Oui, alors que par exemple pour le fer, on dit qu'il ne faut pas donner supplémentation au fer que s'il existe une anémie. C'est presque systématique. Oui, alors que justement, les recommandations officielles disent que c'est pas la peine de donner du fer systématiquement en fin de ça. Par contre, il faut corriger une anémie. Il y a des formules dans les médicaments. Ah oui, les compléments. Alors là, dans la grossesse, on parlait de compléments alimentaires ce matin, dans la grossesse, il y a des compléments alimentaires, on pagaille. Gestarel, par exemple, on donne de l'iode, on donne du fer, on donne de la vitamine C, on donne diverses vitamines, y compris de l'acide folique. Mais il n'y a pas de validation. En tout cas, il y a une discussion pour le fer, ça ne se discute plus. Très officiellement, on dit qu'il ne faut pas donner de fer à une femme enceinte comme ça, lambda. Il faut le donner uniquement s'il y a une anémie.
parce que, je ne vous l'ai pas dit, mais l'excès de fer pose des problèmes. Et notamment pour la grossesse, on a décrit davantage de problèmes néonataux chez les mères, néonataux, donc chez l'enfant, chez les mères supplémentaires en fer que chez les autres. On a aussi décrit davantage de prééclampsie. Donc vous voyez que ce n'est pas simple. Mais c'est vrai que la tentation des gynécos, enfin des obstétriciens, c'est souvent de donner du fer. Alors en France, on dit qu'il ne faut plus le faire. Hein. Donc la vitamine C qu'elle emploie, je reviens un petit peu en arrière, comme antioxydant avant tout. Les vitamines liposolubles, c'est toujours le même problème. C'est la toxicité de ces vitamines dont j'ai parlé, donc c'est pas ça. Pour la vitamine D, là aussi, il y a une légende qui est en train de se tisser autour de la vitamine D, hein, notamment les gériatres. Vous savez que l'un des problèmes des personnes âgées, c'est la sarcopénie, hein, c'est pas seulement l'ostéopénie, et que ces personnes âgées font des chutes, qu'il faut empêcher ces chutes parce qu'elles sont à l'origine de fractures diverses et variées. Et il y a plusieurs études, dont une récente qui est parue dans le New England il y a au mois d'août, je crois, qui ont montré que la supplémentation en vitamine D systématique chez les personnes âgées ne changeait absolument rien. Évidemment, les gériatres sont très fâchés parce que c'est eux qui propageaient cette histoire depuis très longtemps. Alors qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, je ne sais pas, il faut voir à l'usage, mais en tout cas, dès lors que l'on a fait une vraie étude systématique de grande envergure, ça ne donne absolument aucun résultat. Par contre, la vitamine D, vous le savez, est absolument indispensable à l'absorption du calcium, hein, et qu'il y a des tas de situations en pathologie où les problèmes de vitamine D, je pense notamment à l'insuffisance rénale, sont tout à fait majeurs et où il faut absolument supplémenter en vitamine D si on veut éviter l'ostéopénie ou la dystrophie rénale, la dystrophie osseuse rénale. Et seul l'apport en vitamine D et en calcium permet de le faire. Hein. Alors, oui, fort. Vitamine D et HTA, parce qu'il y a des études qui disent... Ouais, il y a des tas d'études de surtout. Alors ça, écoutez, vous le mettez en veilleuse. Hein. Vous le mettez en veilleuse, s'il vous plaît. Il y a aussi beaucoup d'études qui montraient que le calcium était un facteur qui diminuait la pression artérielle. Il y a toutes sortes d'études, M. Cannon en particulier avait fait ça. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est à peu près abandonné. Ce que je veux vous montrer ici, c'est que l'alimentation apporte peu de vitamine D. Hein, vous voyez, les aliments... La supplémentation, c'est en vitamine D toute seule ou la... Attendez, on va y arriver. Je vais vous montrer simplement que les apports alimentaires sont réduits en vitamine D. On n'a pas vraiment beaucoup de... Alors vous avez bien sûr le foie de poisson, l'huile de foie de morue, dont j'ai bénéficié quand j'étais gamin, parce que c'était à la mode. Hein. Vous voyez que ça contient 10 000 unités pour 100 grammes, ce qui est évidemment tout à fait considérable, puisque les besoins sont d'ordre de 400 unités par jour. Vous voyez que le poisson gras, il ne contient pas seulement des oméga 3, il contient... Oh, c'est pas vrai. Il contient également pas mal de vitamine D, mais qu'ensuite, ça tombe. Regardez les œufs, c'est 120 unités par 100 grammes. Hein. Donc 100 grammes d'œufs, c'est 2 œufs moyens. Quoi. Le foie de bœuf, 40 unités, pas grand-chose. Du lait de vache, alors c'est carrément ridicule, hein. 1,3 microgrammes. Le lait enrichi en vitamine D, vous voyez, c'est 3 fois plus ou 2 fois plus. Hein. D'où l'idée d'enrichir le lait, parce que c'est un vecteur, les enfants boivent du lait, donc pourquoi pas leur donner de la vitamine D. Mais en réalité, vous voyez que le vrai problème, c'est l'exposition solaire. Les besoins dépendent avant tout de l'exposition solaire. Et plus on est vieux, et plus il faut de la vitamine D, et plus on devrait s'exposer au soleil, et moins on s'expose au soleil. Donc aujourd'hui, l'un des grands problèmes de la vitamine D, c'est véritablement l'exposition au soleil, c'est-à-dire sortir. Hein. Les personnes âgées ont souvent ce qu'on appelle une héliophobie. Hélios, c'est le soleil. Hein. Une héliophobie, c'est-à-dire qu'elles ne veulent pas s'exposer, elles ne veulent pas ceci, c'est dangereux, c'est mauvais pour la peau, c'est mauvais pour ceci. Les dermatologues n'arrêtent pas de nous emmerder avec ça. Comment ? Les crèmes, les écrans solaires. Les crèmes et les écrans solaires trop puissants, etc. En fait, pour couvrir vos besoins en vitamine D pour 3 mois, il suffit de vous exposer 1 heure au soleil. Hein. C'est suffisant. Hein.
Hein? Quoi, par? Ah non, 1 heure. Non, 1 heure tout court. Pour les 3 mois à venir, vous exposez 1 heure au soleil et vous faites votre stock de vitamine D. Oui, mais vraiment au soleil, tout nu, hein. Enfin tout nu, je veux dire, pas le bout du nez. Hein. Mais c'est ça parce que nous, dans les coutumes vestimentaires ici. Ah ouais, je sais bien, vous avez un problème. Hein. Donc, parce qu'on nous a, j'ai déjà entendu, au lieu de 1 heure tous les 3 mois, c'est un quart d'heure, je crois, les avant-bras. Mais bien sûr, vous savez, on compose avec tout. Mais ce que je vous donne comme exemple, c'est pour montrer à combien c'est puissant. Hein. La photosynthèse, ça surpasse complètement les apports alimentaires. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre la vitamine D par voie orale, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas par les aliments. Mais enfin, les apports alimentaires, la vitamine D n'est pas une vitamine, c'est une hormone. C'est une hormone de synthèse qui est synthétisée à partir du cholestérol, comme par hasard. Hein. Où est-ce qu'elle est synthétisée? Elle est synthétisée au niveau du derme, sous la peau. Hein. Il n'y a pas photo. Et qu'est-ce qui stimule cette synthèse? Ben, c'est les ultraviolets. Puis voilà. Hein. Donc, c'est comme ça. Tout le reste, soit il faut supplémenter, soit il faut, etc. Mais le vrai problème, c'est l'exposition solaire. Donc, vous voyez que les besoins en vitamine D sont de l'ordre de... Alors, on jongle entre microgrammes et unités, hein, c'est un petit peu pénible. Globalement, 1 microgramme, c'est 50 unités. Hein. Donc, c'est 40 unités même. Pardon. Donc ici, vous avez le problème majeur actuel, c'est la norme. Vous vous souvenez de ma courbe là? C'est toujours qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. Ben, c'est vrai aussi pour tous les paramètres biologiques. Et ça, c'est un vrai problème au niveau de la vitamine D. Pour des raisons diverses et variées, fondées sur l'épidémiologie et argumentées par le taux de parathormone, puisqu'on a dit, voilà, si on veut avoir une homéostasie phosphocalcique idéale, le meilleur marqueur, c'est la parathormone. Si la calcémie est strictement normale, la parathormone est normale. Et quand la parathormone augmente, c'est que la calcémie n'est pas tout à fait au niveau. Et donc sur cette base-là, on a modifié les valeurs de normalité de la vitamine D circulante. Moi j'ai mis en regard que c'est discutable, mais du jour au lendemain, on est passé de 20 à 30 nanogrammes par millilitre. Et du jour au lendemain, on a tissé un argument fabuleux de pathologie potentielle liée à une subcarence en vitamine D. Et il n'était même plus question d'os. On vous parlait de cœur, on vous parlait d'hypertension artérielle, on vous parlait de cancer, on vous parlait de dépression, etc., de sommeil, enfin, de diabète. Enfin, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Alors, maintenant, au fil du temps, les études de supplémentation se font. Alors, pour la mortalité, je peux vous répondre parce qu'on a 3 études qui ont paru. Que vous soyez supplémenté en vitamine D, je parle de supplémentation systématique, que vous soyez supplémenté de façon systématique en vitamine D ou pas, que vous soyez supplémenté en vitamine D quand vous êtes en dessous de 30 nanogrammes par millilitre ou pas, eh bien, il n'y a aucune différence en termes de mortalité. C'est quand même la mortalité qui nous intéresse le plus, parce que ça a été dit. Hein. En termes de maladies cardiovasculaires, il n'y a aucune différence. En termes de cancer, il n'y a aucune différence. Et en termes d'ossification par la densité osseuse, c'est totalement flou. Je ne peux pas dire qu'il n'y a aucune différence parce que les études sont tellement contradictoires. La méta-analyse ne montre pas d'effet significatif. Je ne parle pas de carence là, je parle de gens qui ont un taux supérieur à 20 nanogrammes par millilitre, alors qu'on a décidé qu'ils étaient subcarencés. Alors on a incité, là aussi, depuis qu'on a un dosage qui n'est pas bon d'ailleurs, un dosage qui est médiocre, on a incité les généralistes à doser largement la vitamine D. Je ne sais pas comment ça se passe au Maroc, mais en France c'est fou. Hein. Dès qu'il y a un check-up, paf, vitamine D. Nous c'est TSH, vitamine D, systématiquement, quel que soit l'âge, quel que soit le machin. C'est hallucinant, parce que quand vous regardez les résultats de vitamine D, il n'y a pas 10% des personnes qui ont une vitamine D supérieure à 30 nanogrammes par millilitre. Chez vous, c'est pareil. C'est pareil. Alors, moi je me dis que 90% de la population qui n'est pas dans les normes, c'est que les normes ne sont pas bonnes. Bah écoutez,
Ça paraît assez logique, non? Alors, on fait ça. Donc, on en est là. Alors, il faut doser en principe 25 hydroxyvitamine D, ça, déjà, c'est le premier point. Et ensuite, il ne faut traiter que les carences et les carences sévères. D'accord? Donc, les carences, vous voyez, c'est en dessous de 12 nanogrammes par millilitre et en dessous de 5 nanogrammes par millilitre pour les carences sévères. Mais de grâce, ne traitez pas les gens qui sont aux alentours de 20. Ça repose sur rien. Ça, c'est le travers des experts qui décident, comme ça, du jour au lendemain, dans un consensus international, soutenu bien sûr par un certain nombre de firmes pharmaceutiques, en disant en plus que la vitamine D, ça coûte rien, ce qui est vrai, c'est pas cher. Allez, on y va les gars. Mais s'il y a une ostéopénie à la tomodensitométrie, avec vitamine D qui est normale, est-ce qu'on donne une supplémentation? Non, l'ostéopénie, on ne la traite pas. Justement. L'ostéopénie, on ne la traite pas, on traite l'ostéoporose. Et quand on fait une supplémentation vitamine D, on fait en principe une supplémentation vitamino-calcique. Parce que la plupart des gens n'ont pas un apport calcique suffisant. L'apport calcique suffisant est situé aux alentours de 800 à 900 mg par jour. En Europe, en tout cas, il est en moyenne aux alentours de 500. Donc il faut donner du calcium. Il faut donner un traitement vitamino-calcique, c'est-à-dire vitamine D et calcium, si vous voulez traiter. La prévention, alors bien sûr, Donc on traite l'ostéopénie. voilà, alors quand on traite l'ostéoporose, en réalité, vous allez prévenir la fracture. Oui. Parce que quand on traite une ostéoporose, c'est pour prévenir les tassements, pour prévenir les fractures du poignet ou les fractures du col. Oui. Allez, dernière question, parce que je voudrais avancer, oui. Juste par rapport à la vitamine D, maintenant il y a plusieurs formes. Il y a la prise quotidienne, la prise. Oui, bien sûr. Ah bah, on est en pleine imagination. Les gens la prise par ceux qui nous présentent le produit de la prise quotidienne, ils disent que la prise une fois par mois, il y a un risque de cancer, de hépatocarcinome. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste une marque? Pour le moment, ce n'est pas démontré du tout. Non, non, j'ai dit pour le moment, parce que peut-être qu'un jour, on fera l'étude qui montrera, mais ce n'est pas démontré du tout. Il y a des cas comme ça d'espèces. La vitamine qui pose des problèmes hépatiques, en excès, c'est la vitamine A. Alors là, vous avez différentes formes. Alors, c'est les formes françaises. Hein. Je voudrais juste insister sur quelques-unes d'entre elles. Hein. Donc, je voulais montrer quand même que la titration des gouttes est assez importante. Vous voyez, c'est 400, par exemple, pour le stérogile, qui est la vitamine D de base, hein, c'est la vitamine D3, c'est 400 unités par goutte. Nos besoins sont de l'ordre de 400 unités à 800 unités par jour. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas avoir les gouttes trop fortes non plus. Si vous prenez les ampoules pour 6 mois, par exemple, hein, comme le stérogile 15, ben, vous voyez que vous apportez 600 000 unités par ampoule. L'UV-dose, oui, l'UV-dose au-dessus, vous voyez que c'est 100 000 unités par ampoule. Alors, pour reprendre pour la femme enceinte, là aussi, faut-il donner de la vitamine D ou pas aux femmes enceintes? Alors, on ne sait pas. Il y a toutes sortes d'arguments directs, indirects. Là aussi, on a fait une association entre la vitamine D et la prééclampsie, hypertension artérielle. Vous savez où ça a été démontré? Aux îles Lofoten, vous voyez où sont les îles... Non, les îles Féroé, pardon. Vous voyez où sont les îles Féroé? Les îles Féroé sont au nord du Danemark, c'est une petite enclave où il y a tout de suite 30 000 habitants. Et c'est là-dessus qu'il y a une étude qui a été faite et qui montre ça. Jamais été retrouvée ailleurs. Mais c'est cette étude-là qu'on retient. Le fait de supplémenter en vitamine D prévient de l'éclampsie. Oui. Prévient. Jamais été démontré ailleurs que ces îles Féroé. C'est comme ça. Hein. Et d'autre part, dans l'incertitude, en France, on est très hypocrite. Les recommandations du Collège national des obstétriciens gynécologues français a dit ben finalement, on peut supplémenter une femme enceinte en vitamine D si la grossesse, si le troisième trimestre de la grossesse se déroule entre novembre et mars. Pourquoi entre novembre et mars? Parce que c'est des périodes de faible ensoleillement.
Voilà ce qui a été dit en France, c'est écrit noir sur blanc. C'est vous montrer dans quel état d'incertitude on est. Moi, je fais prochainement un topo là-dessus à des gynécologues obstétriciens, collège français justement, je fais ça le 26 mars, je crois, sur quelle supplémentation proposer à des femmes enceintes. Vous voyez combien c'est difficile? Très très difficile. Et quand vous regardez la littérature internationale, vous tombez sur quoi? Vous tombez sur des études qui sont faites dans des endroits du monde où sévit la dénutrition ou la malnutrition. Alors c'est pas très malin de dire qu'il faut effectivement supplémenter, il faut d'abord que les gens mangent. Hein. Vous comprenez? Donc vous avez des tas d'études comme ça. Alors, ce que je voulais dire quand même, c'est que la vitamine D, vous voyez qu'il y a différentes formules, et que notamment, quand vous avez un déficit en parathormone, ou quand vous avez une insuffisance rénale avérée, le fait de donner de la vitamine D au sens commun du terme, c'est la vitamine D3, n'a pas d'intérêt. Il faut donner de la 1,25 hydroxy D3, c'est-à-dire du 1,25 hydroxy cholécalciférol, qui est hydroxylé en 25 dans le foie et qui est hydroxylé en 1-alpha dans le rein. Et c'est seulement à ce moment-là que vous aurez un effet réel sur l'absorption du calcium. C'est la forme biologiquement active. Quand vous donnez, je ne sais pas moi, du stérogile ou des dédrogiles ou d'une luvédose à des gens qui ont une insuffisance hépatique ou une insuffisance rénale, eh bien, il va y avoir un déficit dans la chaîne d'activation de la formule active de l'hormone, de la vitamine D. Donc, vous utiliserez, chez ces gens qui ont une insuffisance rénale ou qui ont une hypoparathyroïdie, vous utilisez du 1-alpha ou du rocaltrol, hein, vous voyez standard, 1-alpha ou rocaltrol, qui sont, le 1-alpha, c'est du 1-alpha hydroxyvitamine D, par exemple, oui, par rapport à... Oui, dans les thyroïdectomies, quand les parathyroïdes ont un peu sauté, là, oui, c'est ce qu'il faut faire, autrement ça ne marche pas. Et d'autre part, dans l'insuffisance rénale, impérativement, du 1,25 hydroxy de vitamine D. Vous voyez, c'est les deux formes actives de la vitamine D, et les autres ne servent à rien. C'est journalier, pas mensuel. Comment? On le donne tous les jours. Ah, ça c'est tous les jours, oui, oui, ça n'existe pas sur un mensuel, ça. Et si ça existe, on peut donner... Ah oui, mais ça n'existe pas. Voilà. Donc, dose optimale, je vais vous montrer ça, dose optimale quand vous voulez supplémenter en vitamine D, c'est 800 unités par jour de stérogile, soit de 2 gouttes. Hein. Quand il y a un risque minime d'hypercalcémie, il y a un risque minime d'hypercalcémie, parce que pendant longtemps on a dit « oh, c'est très dangereux ». Et en cas de carence avérée, on fait des doses de charge au départ. Hein. Vous voyez, 4 à 10 000 unités par jour. Et ensuite, on prend le relais par une forme standard. Et moi, j'aime bien donner l'UV-dose. Je trouve que c'est pratique. Ça permet l'observance du traitement. Voilà, exactement. OK? Sauf qu'on n'a pas encore... Alors, on part dans la partie légendaire de la vitamine D. Là, je vous ai parlé du calcium, et tout le monde sait que ça joue sur l'ostéogenèse, sur l'absorption du calcium, sur l'accrétion du calcium au niveau des os, que ça prévient l'ostéodystrophie rénale. Ça, ok, c'est admis. Mais la vitamine D, regardez, ça agit sur l'expression de 500 gènes sur les 20 488, il y en a quelques-uns de plus depuis, 20 488 de notre génome. Vous vous rendez compte, 500 gènes? On a impliqué la vitamine D dans la régulation de 500 gènes. Et donc vous imaginez la bouteille à l'encre que ça représente, l'envie d'appliquer la vitamine D à toutes les pathologies. Donc là, je vais simplement montrer que l'expertise de la Cochrane Library, qui est une expertise assez rigoureuse, nous montre qu'il n'y a aucun effet dans les études randomisées. Pas d'effet sur la mortalité, pas d'effet sur le métabolisme glucidique, pas d'effet sur le cancer, et donc pas d'indication de supplémentation pour la population générale, quel que soit son taux de vitamine D, dès lors qu'il est supérieur à 20, ou je dirais même à 15. OK?
ça. Alors, un dernier point, c'est ce qu'on appelle la micronutrition. J'ai déjà entendu parler de ça. Ça plaît beaucoup. Les malades sont friands. Et les généralistes adorent ça. Moi, je faisais longtemps, je participais à un DU de micronutrition organisé à Paris et à Dijon. Puis j'ai arrêté parce que j'y crois plus du tout. Ça n'a aucun fondement scientifique. Alors, ça repose sur... Alors, on va faire des dosages extrêmement complexes, on va déduire des conséquences pathologiques, on fait une espèce de bilan d'oligo-éléments. Quelqu'un me parlait d'oligoscan, là, ce matin, je sais pas qui. C'était vous, voilà. Hein? Il y a des médecins qui font ça. Ah oui, il y a plein de médecins qui font ça, bien sûr. Alors ça, c'est du pipeau, c'est de la magie. Alors si vous aimez la magie, c'est bien. C'est la médecine fonctionnelle. C'est même pas de la médecine fonctionnelle, c'est la médecine stupide. Non, je veux dire par là que vous avez compris à travers ce que j'ai raconté que j'étais un petit peu dans l'incertitude. Quand vous me posiez des questions précises, je dis je ne sais pas. Et puis quand je vous montrais des choses, je vous montrais des choses assez floues. Parce qu'en fait, nos connaissances dans ce domaine sont très floues. Et alors, dès que quelque chose est flou, eh bien, on a l'imagination au pouvoir. On brode, on va imaginer des choses et on va... Enfin bref, on va faire tout ce qu'il faut pour. Et moi, j'ai connu comme ça, enfin, vous avez peut-être aussi connu certains d'entre vous. Est-ce que vous avez connu les bilans informatiques européens, non? On dosait des tas de protéines, des tas d'oligo-éléments, et ensuite il y avait une espèce de logiciel qui faisait, voilà, hop, insuffisance hépatique, hop. Des applications. Comment? Il y a même des applications. Et même des applications, voilà. Donc vous dosez des tas de trucs, y compris des tests de flocculation qui datent de, je sais pas, des années 40, enfin des conneries, excusez-moi d'appeler ça comme ça. Et au bout du compte, on vous dit, voilà, ah, attention, probablement un petit problème au pancréas. Ah, attention, là, c'est certainement le tube digestif. Et alors, il marquait ça noir sur blanc, et les gens disaient, ah, vous avez vu, il faut me trouver ma maladie. C'est du pipeau. Ça repose sur rien. En tout cas, ça n'apporte rien par rapport à ce que l'on sait actuellement. On ne sait pas tout, de loin pas. Et donc, on est toujours très avide de ce qui pourrait améliorer l'état de la connaissance, l'état des diagnostics. Et là, c'est de la magie. Alors, on se sert du numérique, on se sert des logiciels pour faire de la science avancée. Vous savez, ça me rappelle un petit peu ces profils génétiques qu'on fait aujourd'hui, pour savoir quel est votre risque de ceci ou de cela. Comment? C'est par une machine, on lit, je ne sais pas comment vous expliquer, mais ça travers à peu près C'est de la magie. on dénote la méthode moléculaire. Oui, non, mais c'est de la magie. Donc la micronutrition, je peux vous dire, j'ai fréquenté ce milieu pendant un certain temps, parce que je faisais des cours là-bas, et je rencontrais des micronutritionnistes. Ça part d'un bon système. L'idée n'est pas idiote. L'idée est de dire, ben voilà, je vais doser les éléments qui sont importants et je vais les corriger. Et puis s'ils sont abîmés, s'ils ne sont pas tout à fait normaux, c'est qu'ils sont le témoin de quelque chose qui ne va pas. Et c'est comme ça qu'on a bâti cette notion de micronutrition. Alors il y a des gens intelligents qui ont participé à ça, et aujourd'hui, je crois qu'il faut lire la dernière ligne, il n'existe pas de marqueur validé dont le lien avec les effets biologiques revendiqués a été établi. La supplémentation systématique, donc sans éléments patents, est à proscrire. Alors évidemment, ces gens disent, mais ce n'est pas une supplémentation systématique, puisque je vous montre qu'il y a là des micro-carences en ceci ou en cela. Ou alors, ils font aussi des équilibres. Vous savez, non seulement il y a les valeurs entre elles, mais il y a l'équilibre, ils font des rapports entre différentes. Alors moi, vraiment, je n'y crois pas du tout, du tout. J'ai pour le moment aucune raison d'y croire, et c'est pas faute d'avoir essayé de comprendre. Hein. Donc la micronutrition, pour moi, c'est de la magie. Alors que la nutrition, ça n'est pas la magie. Où est-ce que vous trouvez les microconstituants? Et encore une fois, vous allez dire, je le répète, dans les fruits et légumes principalement. Alors, le terme de microconstituant, vous voyez, n'est pas le même terme que micronutriments. Alors, qu'est-ce que c'est que les microconstituants? Eh bien, les microconstituants, ce sont ces milliers de molécules que les chimistes nous ont alignées.
qui sont contenus dans divers aliments. Alors là, qui sont parfois spécifiques d'un aliment, ou qui sont en forte concentration dans un aliment. Je vous ai cité ce matin le lycopène dans la tomate, par exemple. Alors que fait le lycopène? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc, ces microconstituants sont extrêmement nombreux. Si je vous parle de génistéine, par exemple, ça veut dire quelque chose? Non. Non. Ah ben, la génistéine, on dit que c'est un anticancéreux. On ne sait pas pourquoi. Et ça se dit, ça se trouve partout. Mais je n'ai jamais trouvé le travail qui montrait que c'était un anticancéreux. Il y a comme ça des tas de substances. Par exemple, les choux. Le chou est à la mode. Vous avez entendu parler du chou déjà. Alors le chou contient des quantités de substances qu'on appelle des microconstituants. Et on a décidé que c'était des substances vertueuses. Mais on n'en sait rien. D'amaigrissement. On n'en sait rien du tout. Hein. Le resveratrol, vous connaissez le resveratrol? Non. Oui. Le resveratrol, c'est une substance magique. Antioxydant. Elle est magique. Vous prenez des souris. Oui. Des souris. Ah oui, parce que c'est toujours sur les souris qu'on fait ça. Vous prenez des souris, vous leur donnez du resveratrol. Elles ne grossissent pas quand on leur donne une alimentation de type cafétéria. Elles sont infatigables quand on les fait courir dans un labyrinthe. Et les souches de souris prédisposées à être diabétiques ne font pas de diabète. C'est merveilleux, le resveratrol. Sauf que, où se trouve le resveratrol? Un peu dans les fruits et légumes. Quel est l'aliment? Je ne sais pas si c'est un aliment qui apporte le plus de resveratrol. Le vin. Non. Le vin. Le vin, oui. C'est ce que j'ai dit. Et pour les petites souris, oui, et pour les souris, à quelle dose est-ce qu'on donnait du resveratrol? À l'équivalent de 1200 litres de vin par jour. En équivalence. Hein. Non, c'est pour vous montrer que on peut montrer des tas de choses comme ça, c'est extraordinaire. Alors bien sûr, c'est des pistes de recherche et on sait même que le resveratrol agit sur des enzymes très particulières qu'on appelle les sirtuines. Je vous ai parlé des sirtuines, non, sirtuine 1, sirtuine 2, qui sont des systèmes enzymatiques absolument extraordinaires. Mais c'est pas pour ça que je vais prendre du vin. De toute façon, si je prends du vin, je prends un verre, c'est comme si je ne prenais pas de resveratrol. Enfin, c'est pour vous montrer simplement qu'on va tirer ce qu'on appelle des microconstituants comme ça, pour en faire des éléments magiques. Alors en pratique, qu'est-ce qu'on a comme microconstituants qui sont probablement intéressants? On a les caroténoïdes, hein, les caroténoïdes. On a les polyphénols. Vous connaissez les polyphénols, hein. On a les phytoestrogènes. Et on a une masse de molécules dont on ne sait pas quoi faire, mais qui sont contenues dans les aliments et qui sont contenues principalement dans les fruits et légumes. Quels sont les aliments qui apportent le plus de polyphénol? Les raisins. Oui, le vin, encore une fois, mais les raisins, surtout les pépins de raisin ou la peau du raisin, les anthocyanes. Quoi d'autre encore? Du vin. Non, mais d'accord, on arrête le vin, c'est bon. Le raisin, c'est vin. Hein? Ah non, l'huile d'olive, il n'y a pas de polyphénol. On voudrait bien qu'il y en ait, mais il n'y a pas tout dans l'huile d'olive. Et même pas dans l'huile d'argan. Dans le chocolat. Dans le chocolat. Dans le café. Dans le thé. Le thé vert. Vous savez, on parle toujours du thé vert. Vous ne connaissez pas ça, le thé vert? Antioxydants. Eh bien, les polyphénols sont des antioxydants également. Alors, il y a des quantités d'antioxydants, les flavonols, les flavonoïdes, etc., peu importe. Mais c'est juste pour montrer que quand vous mangez dans votre assiette, vous invitez à votre table des quantités de molécules. Alors, comme on ne sait pas à quoi ça sert, comme on sait que ce n'est pas mauvais, eh bien, il faut en manger en organisant son assiette de façon à ce qu'on couvre, je reviens au même discours que ce matin, de façon qu'on couvre nos besoins, quel que soit le modèle alimentaire. Parce que finalement, on mange à travers la planète de façon extrêmement variable. Hein. Votre tradition alimentaire au Maroc n'est pas la même que la tradition alimentaire des Norvégiens. Et tout le monde vit et tout le monde aspire à avoir une bonne santé. Donc, la possibilité est extrêmement étendue. Il n'y a pas comme ça une règle fixe. Il y a un choix alimentaire fabuleux et ensuite il y a une organisation alimentaire en fonction d'un squelette, en fonction de grands principes que j'ai essayé de vous faire partager à travers ce que je vous ai dit. Alors, ça n'a pas été dit de façon très directe, ça a été dit de façon indirecte,
Mais vous avez que rien qu'en échangeant un peu avec vous, vous avez vu qu'on a réussi à tordre le cou à pas mal d'idées reçues qui sont tout à fait légitimes. Hein. Moi, quand j'étais dans mon milieu de micronutritionniste, au début, ben ouais, je suis complètement à côté de la plaque, je ne comprends rien à ce qu'ils disent, je ne connais pas ces travaux, donc je m'y suis mis, j'ai essayé de comprendre. Moi, ils ne m'invitaient pas pour faire la promotion de la micronutrition, ils m'invitaient pour parler des effets des micronutriments et des oligo-éléments sur les hormones. Hein. Et là, effectivement, il y a des choses à dire. Mais c'est pas pour ça qu'on va faire la micronutrition. Voilà, si vous êtes d'accord, on va un peu s'arrêter. Alors, il n'y a pas de café. On s'arrête quoi Pardon, le titre de la... C'est micronutriments Micronutriments, oui. et oligo-éléments. Voilà. Si vous voulez vous détendre un petit peu, si vous voulez aller faire pipi, ou si vous voulez qu'on continue, moi j'attends 2 minutes juste comme ça pour... Mais 2 minutes, hein, pas un quart d'heure. On dit classiquement qu'il représente moins de 1 mg, les besoins sont de moins de 1 par kilo de poids. D'accord, ça c'est la définition admise comme ça, en sachant que derrière ces oligo-éléments ou ces micronutriments, il y a des quantités de substances, il y en a à peu près 3000 au total. Vous imaginez que c'est difficile à définir. Ils participent en très petite quantité à l'économie de l'organisme, c'est-à-dire ils participent à la plupart des métabolismes ou à la structure des tissus. Alors, il y en a qui font exception à la chose. On ne sait pas trop comment les classer. Le calcium, par exemple. Hein, le calcium, on en a besoin davantage que du molybdène ou du vanadium, hein, dont on a besoin quand même, dont on ne sait pas très bien à quoi ça sert. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'il en faut un peu, pas du tout? Eh bien, tout simplement par l'expérimentation animale. C'est-à-dire qu'on prend des rats, des souris, on leur donne une alimentation en retirant l'un de ces oligo-éléments. Et on s'aperçoit que la souris pousse moins bien, que le rat pousse moins bien. C'est comme ça qu'on a compris que ces oligo-éléments qu'on a du mal à classer ont un rôle réel. Les réanimateurs, par exemple, les gens qui font de la nutrition parentérale, vous en êtes, eh bien, ce sont des gens qui, pendant longtemps, se sont cassés les dents sur les sauces qu'ils donnaient. En nutrition parentérale, on donnait des lipides, on donnait les fameux intralipides, on donnait du glucose, on donnait des amines, hein, mais pendant longtemps, on oubliait de donner d'autres choses. Et évidemment, les gens n'allaient pas bien. On leur apportait de l'énergie, on leur apportait une énergie mixte même, mais les gens n'allaient pas bien. Et donc, on a mis au point des substances, il y a le Nounan, les camps, je ne sais pas si vous utilisez, qui permettent d'apporter un certain nombre de micronutriments qui sont indispensables à la vie. Et comme ça qu'on a créé des pathologies. Par exemple, quand on ne donne pas de zinc, le zinc, on ne pense pas forcément au zinc quand on mange. Hein. Vous voyez ce que c'est que le zinc? Ben, quand on ne donne pas de zinc, on fait des manifestations cutanées, des atteintes cutanées extrêmement importantes. Alors tout le monde sait que quand on n'a pas de fer, on fait une anémie ferriprive, ça c'est bien connu. Mais par contre, le zinc, on n'y pensait pas. Le cuivre, on n'y pensait pas, etc. Il y a des tas de substances comme ça dont on a besoin, tout simplement parce que beaucoup de ces substances agissent comme des cofacteurs enzymatiques, c'est-à-dire que l'enzyme est là, mais l'enzyme n'est active que s'il y a un cofacteur. Et pour prendre l'exemple du zinc, pour rester dans le domaine du zinc, il y a à peu près 200 réactions enzymatiques qui dépendent, dont le coenzyme est le zinc. 200, ça fait beaucoup. Hein. Oui. Donc vous imaginez, alors, dans des secteurs très différents, et donc les gens ne se sont rendus compte de l'essentialité des oligo-éléments qu'à partir du moment où ils ont créé de la pathologie en ne donnant pas ces substances. Donc il y a une grande inégalité à travers le globe, à travers la planète, parce que ces substances ne sont présentes dans les aliments que là où il y a dans la Terre, au niveau tellurique, au niveau géologique,
ce type de substance. Je prends l'exemple de l'iode. Tout le monde connaît l'iode. Hein. Les besoins en iode, je vous dis ce matin, sont à peu près de l'ordre de 100 à 150 microgrammes par jour. C'est pas grand-chose. En Europe, globalement, pas en bord de mer, mais en Europe, globalement, on tourne aux alentours de 80 à 100 microgrammes. Mais dans les vallées des Alpes, vous voyez les Alpes, ces montagnes, c'est un peu comme l'Atlas. Hein. Je ne connais pas l'Atlas, enfin, je connais l'Atlas, mais je ne connais pas la teneur en iode. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans les Alpes, par exemple, il y avait des gens qui faisaient une maladie qu'on appelait les crétins. C'est une insulte maintenant, hein, on parle d'espèces de crétins quand ils sont un peu... Donc on appelait ça les crétins des Alpes. C'était des gens qui n'étaient pas tout à fait finis par là-haut, hein, qui étaient un peu simplets, et qui faisaient un goitre volumineux, souvent très volumineux. Donc là je suis en Europe, hein, mais en Afrique, il y a d'autres exemples. Hein, donc, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que d'un point de vue géologique, il n'y a pas d'iode disponible à ces endroits-là. Et comme ces gens vivaient en autarcie dans des vallées reculées, qu'il n'y avait pas d'échange alimentaire, eh bien leur alimentation était carencée en iode. Et ces gens étaient normaux, entre guillemets, et ils auraient pu être en bonne santé s'ils avaient eu de l'iode. Alors l'iode, on n'y a pensé qu'au début du XXe siècle. Hein, et je vous avais expliqué qu'on avait résolu le problème ce matin en supplémentant le sel de cuisine en iode. Et à ce moment-là, cette maladie, le crétinisme goitreux, a disparu dans ces vallées-là. Au Zaïre, il y a encore des régions où il n'y a absolument pas d'iode, d'une part, et d'autre part, on mange du manioc. Le manioc, c'est une alimentation de base, mais ce manioc contient des thiocyanates. Et les thiocyanates bloquent la synthèse des hormones thyroïdiennes. Hein ? Les thiocyanates empêchent la production, n'empêchent pas complètement, mais ralentissent la production des hormones thyroïdiennes. Comme il n'y a pas d'iode ou presque pas d'iode, ben ces gens ont pratiquement zéro d'hormones thyroïdiennes. Et l'OMS, par exemple, alors moi, je connais le type qui a organisé ça à l'OMS, un Belge, Delange, ils ont organisé des campagnes de vaccination, entre guillemets, d'iode, c'est-à-dire qu'ils injectaient dans les fesses du lipiodol iodé, vous connaissez le lipiodol, hein ? Ils injectaient du lipiodol qui restait, qui est un produit de contraste, qui restait dans la fesse et qui permettait d'alimenter en iode les organismes. Puisque ces gens-là ne voulaient pas changer d'habitudes alimentaires, et ne pouvaient pas changer d'habitude alimentaire, et d'autre part, là où ils vivaient, ben, il n'y avait pas d'iode. Donc c'était une manière d'éradiquer ce type de maladie. C'est comme ça pour beaucoup d'autres, alors c'est pas aussi caricatural que cela, mais n'empêche que ces oligo-éléments sont véritablement essentiels, sans qu'on comprenne parfois comment ça marche. L'iode, on sait, hein, mais on ne comprend pas toujours comment ça marche. Donc, par définition, un oligomètre est essentiel lorsque on guérit une maladie provoquée par sa carence. Alors, ce n'est pas toujours aussi facile que ça, mais c'est ça le principe de l'essentialité des oligo-éléments. Alors, les oligo-éléments essentiels, je vous dis qu'au total, il y a à peu près 3000 molécules de toutes sortes de micro-constituants, d'oligo-éléments divers et variés, mais disons que les essentiels, ceux qui sont indispensables, ceux qui sont d'ailleurs apportés par les réanimateurs quand il faut une nutrition parentérale prolongée, eh bien c'est l'iode, c'est le fer, c'est le cuivre, c'est le zinc, c'est le sélénium, c'est le chrome, oui le chrome, on ne sait pas ce que ça vient faire là, le molybdène et pour certains le fluor. Ensuite vous avez des oligo-éléments dont on considère qu'ils pourraient entraîner une pathologie ou contribuer à une pathologie en cas de carence, c'est le manganèse, le silicium, le vanadium, le nickel et le cobalt et l'étain. En général, on n'apporte pas ces oligo-éléments quand on fait une nutrition parentérale. Le molybdène, je n'ai jamais entendu. Oui, molybdène. Dans sa carence, qu'est-ce qu'elle... Mais on ne sait pas très bien ce que ça fait. Je vous dis, c'est l'exemple des souris, des rats, on ne leur donne pas de molybdène, mais ils poussent moins bien. Mais on ne comprend pas très bien comment ça marche. Donc, le principe d'action de ces oligo-éléments, de ces éléments traces, comme on dit encore, hein, moins de 1 mg par kilo, eh bien, c'est en général une liaison à ce qu'on appelle des métalloprotéines, c'est-à-dire des enzymes qui ne sont actives
que lorsqu'il y a cette collaboration entre l'enzyme et le métal. D'accord? Ce qu'on appelle des métalloprotéines. Ensuite, il y a des métalloenzymes, c'est-à-dire qu'il y a des enzymes qui sont directement dépendantes non pas de la métalloprotéine elle-même, mais de l'oligoélément. Et l'exemple typique, c'est le zinc, puisqu'il est impliqué dans des quantités de réactions. Ensuite, vous avez des oligoéléments qui participent à la synthèse, et là je vous ai donné l'exemple de l'iode et des hormones thyroïdiennes. Hein. Et puis vous avez, puisqu'on parlait de stress oxydatif en fin de matinée, on a également des enzymes, des oligoéléments qui participent à la détoxication, entre guillemets, à l'anti-agression, à la protection contre les radicaux libres. Et là, vous avez en particulier le sélénium qui joue un rôle important. Je vous ai cité ce qu'on appelle la SOD, c'est l'enzyme type de la détoxication, c'est ce qu'on appelle la superoxyde dismutase. Hein. Si vous n'avez pas de sélénium, elle ne marche pas. Et pour rester en Europe, du sélénium, il y en a souvent, mais pas toujours. Et par exemple, en Scandinavie, c'est quand même grand, la Scandinavie, la Norvège, la Suède, la Finlande, il y a très peu de sélénium. Il y en a, mais très peu. Alors, les choses ont... Pardon? C'est la superoxyde. La SOD, superoxyde dismutase. Dismutase, excusez-moi là. Et enfin, vous avez des oligoéléments qui participent à la structure de certains... alors le calcium, bien sûr, mais ce n'est pas vraiment un oligoélément. Il y en a beaucoup du calcium, mais le fluor, par exemple. Le fluor est une des substances nécessaires, non pas à l'ossification, mais à la structure osseuse et notamment à la densité osseuse. Quand vous avez une carence en fluor, vous avez d'abord des caries dentaires, hein, ça tout le monde le sait. Maintenant, on fait une prévention, je ne sais pas au Maroc aussi, non, les gamins, vous leur donnez un peu de fluor. Et puis, d'autre part, quand vous avez trop de fluor, alors je ne sais pas comment ça se passe pour les oasis marocaines, mais les oasis algériennes, par exemple, étaient réputées, dans le Sahara, étaient réputées pour des fluoroses, parce que c'était des endroits où il y avait trop de fluor dans l'eau, et alors les gens faisaient une espèce d'ossification massive, et ils cassaient. Parce qu'un os, il faut que ce soit souple, paradoxalement, dur et souple, et donc le moindre choc cassait l'os, parce que c'était comme de la pierre. C'est ce qu'on appelle la fluorose osseuse. Donc vous voyez qu'on a comme ça beaucoup de substances qui interviennent à des endroits divers et variés. Alors d'une façon générale, ces oligoéléments sont mis en réserve. Il y a des systèmes protéiques qui permettent de les mettre en réserve pour certains d'entre eux. Et l'exemple typique, alors, c'est le fer et la ferritine. Hein. La ferritine, c'est le système de réserve du fer. Et ça permet de pallier ces variations d'apport, parce que finalement, l'alimentation, en principe, on devrait manger tous les jours à peu près la même chose en termes de nutriments, hein, pas en termes d'aliments, mais en termes de nutriments, mais il se peut qu'il y ait des jours sans et des jours avec, et il y a des systèmes de mise en réserve, de réservoirs en quelque sorte, d'un certain nombre, pas de tous, d'oligoéléments, ou éventuellement, on le verra tout à l'heure, de vitamines. Un certain nombre d'entre eux, et on ne le connaît pas pour tous, le fer on le connaît très bien maintenant, un certain nombre d'entre eux ont un système de régulation de façon à maintenir ce qu'on appelle une homéostasie. Par exemple, pour le fer, vous avez la ferritine qui est la réserve, vous avez la transférine pour le transport, donc c'est le fer lié à une protéine, et vous avez la ferroportine et l'hepsidine qui permettent de réguler l'absorption du fer en fonction du statut martial, en fonction du statut en fer, de façon à ce qu'il y ait une homéostasie constante du fer, quels que soient les aléas de l'alimentation. Donc ça, on le connaît bien, et l'hémochromatose, par exemple, est une maladie qui est liée à un défaut de régulation de l'absorption, hein, une hyperabsorption, alors que l'homéostasie est assurée, pareil, et l'équilibre est dépassé. Ah ben voilà le fer, attendez voir, je crois que je vais en sauter une. Voilà le fer, justement, avec, vous connaissez, les besoins en fer qui sont de l'ordre de 10 à 25 mg par jour, en fonction, chez les femmes plus, chez les hommes moins, au cours de la grossesse, etc. C'est des choses qui sont variables. Mais tout ça,
c'est un système qui marche très 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 bien avec une régulation très fine